année en prépa. Une année en prépa. Il y a une expérience que tous les étudiants en prépa connaissent très bien, même trop bien. Ils ont travaillé, ils ont révisé, ils connaissent leurs définitions, leurs démonstrations, leurs plans. Et pourtant, quand ce moment approche, quelque chose se dérègle pour eux. Le ventre se noue, la gorge se serre, les mains deviennent moites et le cœur bat plus vite que la pensée. Voilà ce que nous appelons le trac de la première colle. Comme tout le monde a déjà expérimenté ce trac, personne ne cherche à l'expliquer. Il a acquis pour nous l'évidence des événements ordinaires. On le subit sans se poser de questions, en tentant seulement de le gérer au mieux avec les moyens du bord. Eh bien, c'est un peu dommage, parce que le fait que cette expérience soit si commune et si ordinaire ne devrait pas dissimuler ce qui la rend si intéressante. Si on y regarde de plus près, on voit en effet que le trac est une expérience assez singulière, qui nous plonge dans des abîmes de perplexité philosophique. Qu'est-ce donc que le trac ? Essayons de cerner grossièrement pour commencer la nature de ce phénomène. Assurément, il tient un peu de la peur. Mais il n'est pas tout à fait cela, car la peur, au sens ordinaire du terme, porte sur un danger, futur ou présent. Je crains d'avoir un accident, je crains de rater un concours. Or, le trac n'est pas vraiment l'appréhension d'un danger, quel qu'il soit. Le trac ressemble aussi par ailleurs à un autre phénomène que l'on nomme l'angoisse. Mais là encore, comparaison ne vaut pas raison, car l'angoisse peut se déployer sans objet précis, tant il est vrai qu'on peut être angoissé sans savoir pourquoi on l'est. Le trac, en revanche, se distingue par une focalisation extrême. Il concentre toute son inquiétude sur un seul instant précis bien ciblé, qui est celui de l'épreuve. Ce qui est remarquable dans le trac, c'est donc qu'il est une peur qui ne s'effraie pas d'un danger, et qu'il est aussi une angoisse extrêmement focalisée sur un instant précis. Ces deux caractéristiques sont vraiment très saillantes dans la façon dont on vit tous le trac. D'abord, tout se passe comme si le passé de la préparation et tout l'avenir de nos espérances se trouvaient soudain ramassés, contractés dans le présent immédiat. En quelques secondes, le monde entier s'efface pour nous. Il ne reste plus que ce bureau, ce regard qui vous scrute, ce mot qu'il faut prononcer sans trembler. Le trac est cette réduction du champ temporel à un instant qu'on pourrait dire hypertrophié. Et d'autre part, ce n'est pas un quelconque danger que l'on appréhende, mais c'est le poids du regard de l'examinateur ou du spectateur. Ce regard a une force très particulière sur nous. Souvent, il provoque en nous une forme de dédoublement. On n'est plus seulement occupé à répondre, on est occupé en même temps à se voir répondre. On se trouve à la fois sujet qui agit et simultanément objet qui se montre. Eh bien, c'est dans ce dédoublement que naît souvent le vertige du trac. Comment pouvons-nous expliquer cette structure particulière de cette émotion si désagréable que nous éprouvons lorsque nous avons le trac ? Il semblerait que cette structure émotionnelle reflète exactement la nature paradoxale d'une colle. Quand je parle de colle, vous comprenez bien que je parle plus largement de cette situation dans laquelle vous vous trouvez chaque fois que vous passez une épreuve de quelque nature qu'elle soit. Le trac, au fond, révèle la nature paradoxale de toute épreuve, car toute épreuve est à la fois praxis et théâtre. Toute épreuve est à la fois acte et exhibition. On vous demande d'accomplir un acte, un geste, de montrer une compétence, mais on vous demande aussi de l'accomplir devant témoins. Dans une colle de mathématiques, par exemple, on vous demande de résoudre un problème, mais aussi, simultanément, on vous demande de montrer à l'examinateur que vous le résolvez bien. Praxis et théâtre, acte et exhibition. C'est cette dualité qui est présente en toute épreuve
qui très souvent conduit celui qui a le trac à perdre tous ses moyens. Au lieu d'être entièrement absorbé par la tâche à accomplir, la praxis, le texte à expliquer, le problème à résoudre, son attention tend spontanément à se retourner vers le moi exposé. L'énergie qui devrait porter son action se consume et s'épuise dans une sorte d'auto-surveillance tétanisante où la peur devient peur du ridicule. Voilà peut-être pourquoi le trac est ambivalent. En soi, il est une émotion utile, comme toutes les peurs, il sert en principe à concentrer les forces, à aiguiser la vigilance, à élever la performance. Un acteur qui n'éprouverait pas le trac avant de monter sur scène ne bénéficierait pas du tout de ce surcroît de motivation et de concentration dont bénéficie au contraire celui qui a l'estomac noué au moment où il entre sur la scène. Mais il arrive aussi très souvent que le trac produise exactement l'effet inverse et qu'il inhibe complètement celui qu'il devrait mobiliser. Au lieu de canaliser notre énergie vers le point où elle doit s'appliquer, le trac a pour effet de la détourner en l'inhibant et en suscitant le syndrome du lapin tétanisé sous les phares d'une voiture. Alors que faire concrètement pour que le trac soit notre force et non pas notre faiblesse ? Il ne s'agit pas de nier la présence ni l'importance de ce regard posé sur nous, mais il s'agirait plutôt de gérer correctement la présence de ce regard. Quand le trac devient une faculté inhibante, on peut en effet suspecter que c'est en raison de notre façon d'interpréter et de donner signification au fait d'être regardé. Qu'est-ce que c'est au fond qu'être regardé ? Il y a deux façons possibles de considérer la chose. Être regardé, c'est soit ce qu'on demande, soit ce qu'on subit. C'est soit avoir une chance d'être considéré, la chance de ne pas être ignoré, la chance d'être reconnu, soit au contraire courir le risque d'être jugé. Celui qui est regardé, celui qui se sent regardé, peut ou bien se sentir mis en lumière par un projecteur qui éclaire sa présence, ou bien il peut se sentir mis à nu par un projecteur qui trahit sa présence. Tout dépend, en somme, de la façon dont vous choisissez spontanément de traiter ce regard avant même de commencer votre épreuve. Est-ce que vous traitez ce regard sur le mode de la passivité ? Je me sens regardé, je me sens observé ? Ou est-ce que vous le traitez plutôt sur le mode de l'activité ? Je me montre, je m'affiche sous le regard de l'autre. Dans un cas, vous choisissez le mode de la passivité et cette passivité pousse naturellement à l'inaction. Elle rend naturellement incapable de faire quoi que ce soit. Elle tétanise dans la stupeur et l'immobilité. Dans l'autre cas, vous choisissez l'activité et cette activité fait de vous un acteur qui captive le regard et impose sa présence. La difficulté, évidemment, c'est de savoir comment passer de ce mode passif au mode actif. C'est très facile à dire et très facile à recommander, mais peut-être au bout du compte, pas si facile que ça à accomplir. Il y a tout de même un truc sur lequel nous pouvons nous appuyer pour faire en sorte que le trac devienne pour nous une énergie stimulante. Souvenez-vous que la nature d'une épreuve est toujours une nature double. On l'a dit, elle est à la fois praxis et théâtre. Elle est à la fois action et exhibition. Mais comment se concilient exactement ces deux dimensions ? Celle de l'acte que vous accomplissez et celle de l'appréciation qu'émet l'observateur. Est-ce que c'est l'observateur qui détermine la valeur de ce que vous accomplissez ? Alors oui, dans ce cas, ce que vous accomplissez a évidemment beaucoup moins de valeur que le regard de l'observateur. L'action vaut naturellement beaucoup moins que l'exhibition puisque c'est ultimement le regard de l'autre qui va déterminer la valeur de votre action. Et dans ce cas, évidemment, vous êtes entièrement dépendant du regard qui va être porté sur vous. Vous êtes captif de son jugement auquel vous ne pouvez pas échapper. Tout ce qu'il vous reste à faire dans ce cas, c'est prier pour que ce regard vous soit favorable. La scène de l'examen se transforme alors tout naturellement en une scène de tribunal, où vous attendez anxieusement votre sentence. Ce qui est intéressant toutefois, c'est que dans le vocabulaire juridique, l'épreuve, justement, n'était pas un jugement.
L'épreuve, c'était au contraire un test auquel se soumettait l'accusé pour faire la preuve de son innocence. C'était dans sa capacité à passer avec succès cette épreuve, par exemple l'épreuve de Lord Ali, que l'accusé faisait la preuve de son innocence. Celui qui assistait à cette épreuve n'était pas un juge qui était chargé de rendre sa sentence, mais un simple arbitre chargé de valider le succès ou l'échec de l'épreuve. Et dans ce cas, vous voyez, c'est l'action qui détermine l'exhibition. Alors disons les choses simplement pour conclure, la question à laquelle vous avez à répondre avant même d'entrer dans votre salle de colle, c'est la question suivante. Celui qui vous attend pour vous évaluer, qu'est-il à vos yeux ? Est-il un juge qui va décider de la valeur de ce que vous faites ? Et dans ce cas, c'est l'exhibition qui va primer sur l'action et la passivité sur toute forme d'activité ? Ou bien est-ce qu'il est un simple arbitre qui est là uniquement pour valider la réussite ou l'échec de votre entreprise ? Dans ce cas, c'est l'action qui prime l'exhibition et la personne que vous avez en face de vous est juste un témoin. C'est à vous de choisir.